des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 6 de Tranches de couple, épisode qui s'intitulera Petite brise ou grande bourrasque. Ouh, c'est mystérieux. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et motivés et nous encourager naturellement à vous proposer ce podcast toutes les 2 semaines. Alors on commence tout de suite notre rubrique Actu avec une petite actualité d'outre-Atlantique. Alors, je ne l'appellerai pas petite et je ne pense pas que ce soit une petite brise, mais plutôt une grande bourrasque de plus qui s'abat sur la campagne électorale américaine. Aïe. Avec le débat choc attendu depuis des semaines, même s'il a mis beaucoup de temps à accoucher. Il a accouché dans la souffrance, des semaines parsemées de petites phrases, chocs de part et d'autre, de tentatives de déstabilisation dans les médias, de masculinité fragile de la part de notre candidat orange favori également. Tout ça pour arriver à la date fatidique du débat, qui est le 2e pour Donald Trump. Il se fait un plaisir de le rappeler régulièrement. Ce débat était attendu pour plein de raisons. Il était attendu parce que, même si c'est le 2e pour Donald Trump, c'est le premier qu'il a fait avec Kamala Harris, qui n'avait jusque-là débattu qu'avec son colistier Mike Pence à l'époque, en 2019. C'est aussi le premier débat après la renonciation cet été, on vous en a parlé dans notre épisode précédent, de Joe Biden. Et puis, c'est la première fois qu'on les voit donc s'affronter l'un contre l'autre. Kamala Harris qu'on considérait comme plutôt effacée avant la renonciation de Joe Biden, donc on ne savait pas exactement sur quel pied danser et à quoi s'attendre de la part de cette candidate. Et puis on n'a pas été déçus, même si c'était un débat qui finalement on n'a pas eu d'énormes clashs absolus entre les candidats. On est resté dans quelque chose de tout à fait policé. Et donc ce 10 septembre, pendant ce débat, de quoi est-ce qu'on a parlé ? Eh bien, la première chose qu'il faut dégager, c'est un certain nombre d'informations économiques, pas mal de fake news aussi, beaucoup de la part de Trump, quelques irrégularités de la part de Kamala Harris, notamment sur les questions économiques, et puis ce que Théo Lobry, je reviendrai sur ce correspondant français de presse aux États-Unis, a mis en avant dans sa newsletter, c'est ce qui a le point tournant de ce débat quand Donald Trump a affirmé devant l'ensemble des téléspectateurs et des spectateurs présents que les migrants haïtiens, notamment la communauté haïtienne de l'Ohio, mangent les animaux de compagnie de leurs voisins. Voilà, on en est là. They are eating dogs, they are eating cats and dogs every time of the whole community. Vous imaginez Donald Trump partir dans ces délires, c'est encore pire que Marine Le Pen et ses drissons dans les campagnes en 2017. On est vraiment sur l'attaque d'une communauté sans aucune raison particulière, si ce n'est celle de son colistier J.D. Vance, qui avait affirmé qu'effectivement il avait eu des retours de ces communautés dans l'Ohio, comme quoi des chats avaient disparu. On a même eu un reportage à ce moment-là de ABC qui est allé faire un reportage et a interviewé notamment une dame dont le chat avait disparu. Sauf que cette dame, une fois qu'on diffuse la version complète du reportage, dit à la fin que son chat est quand même revenu 4 jours après et donc qu'il n'a manifestement pas été mangé par les Haïtiens. Donc je ne sais pas si la communauté haïtienne sortira les poupées vaudou contre Donald Trump. En tout cas, on les y encourage parce que c'était une affirmation qui, en plus d'être raciste, vise effectivement une communauté qui n'a rien demandé à personne et que ça a été un peu le point de non-retour de ce débat puisque si avant les échanges étaient restés courtois et relativement corrects sur les informations qui avaient circulé, là on était vraiment au moment où on a Kamala Harris a clairement pris le dessus et en fait c'est ça qui est intéressant aussi, qui a réussi à
faire rentrer Donald Trump dans une forme de piège qu'elle lui a tendu en parlant des communautés, en parlant de l'insécurité, qui est plutôt un thème républicain, en parlant de tout ça, parce qu'elle sait que c'est aussi des informations dans lesquelles Donald Trump s'imagine être absolument incollable et surtout à préparer monstrueusement bien avant, la preuve d'ailleurs. Et donc voilà, ça a été le point de non-retour de ce débat pour Donald Trump, qui ensuite est paru un peu plus confus, un peu plus moins à son aise, disons. C'est naturellement aussi une question d'immigration, un sujet que Trump considère qu'il a un boulevard qui lui est ouvert par le soi-disant peu d'action des démocrates en la matière au cours des 4 dernières années. Et puis, malgré tout ça, eh bien, le débat aurait... Alors tout ça, c'est des sondages, mais selon l'immense majorité des sondages, été remporté à 60 à 65% des sondés par Kamala Harris, qui a réussi à garder son calme, à rester dans des affirmations qui parfois étaient imprécises, comme ça peut souvent arriver dans les débats, mais on était moins dans la fake news, dans la caricature, qu'avec Donald Trump. Donc ça, c'est le premier gros coup de vent qu'on a eu. Le deuxième coup de vent, je dirais même que c'était un coup de feu, c'est une deuxième tentative d'assassinat contre Trump, déjouée cette fois, mais tout aussi vite tombée dans une forme d'oubli. On en vient presque à parler d'un fait de campagne. Je vous remets le contexte. Alors que Donald Trump joue au golf le 15 septembre, enfin comme à peu près tous les autres jours de l'année, diront les médisants, un homme est aperçu en possession d'une arme à feu autour de son club de Mar-a-Lago, la fameuse résidence. Les services de sécurité tirent une première fois dans sa direction, il s'enfuit, il est arrêté peu après sur une route alors qu'il est en fuite. Le FBI ouvre une enquête sur ce qui est décrit comme une tentative d'assassinat présumée à l'encontre de Trump. Personne n'est blessé. Par ailleurs, l'homme n'a pas pu avoir Trump dans sa ligne de mire, contrairement à la première tentative d'assassinat, et n'a pas fait usage de son arme. Alors, l'homme arrêté a un profil complexe. Il a d'abord été inscrit comme démocrate, puis républicain, puis il a donné des fonds de campagne il y a quelques mois pour Joe Biden, côté démocrate. C'est un partisan de l'aide américaine à l'Ukraine, soi-disant, mais dans le même temps, il diffuse notamment sur ses réseaux sociaux des vidéos de lui et des vidéos de propagande russe issues du Kremlin diffusant donc des informations qui sont fausses, qui ont été débunkées depuis très longtemps et qui viennent probablement de Russie. Alors, ce fait de campagne semble avoir, comme je le disais, fait la une cependant seulement pendant 2 ou 3 jours. Il a été mis de côté encore plus rapidement que la première tentative. Il faut dire que celle-ci avait été plus spectaculaire et plus dangereuse pour Trump, même s'il n'avait pas été touché, contrairement aux premières informations. Mais ça dénote d'une ambiance tout à fait délétère dans cette campagne marquée par la polarisation de la société américaine, où même une tentative d'assassinat passe au second plan assez rapidement. Oui, bon, après, certains doutent que ce soit vraiment une tentative d'assassinat. C'est juste qu'il se trouve qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui se balade avec des armes. Et donc, à un moment donné, il y a aussi une espèce d'enjovisation de faits divers. C'est encore très confus. L'enquête nous en dira sans doute un peu plus. Mais les premiers éléments de l'enquête donnent quand même à penser que le mec était planqué dans son fourré depuis 12 heures. Il avait pris des rations de survie pour pouvoir survivre très longtemps. Je sais pas, moi, ça me viendrait pas l'idée d'aller me planquer dans un fourré juste pour faire coucou avec une arme à la main à 150 mètres du président des États-Unis. Mais voilà, ancien président des États-Unis. Ancien président des États-Unis, pardon. Et alors d'ailleurs, concernant la première tentative, puisqu'on en parlait rapidement, l'enquête interne a constaté, je cite, des manquements dans la planification en amont et son application par le Secret Service. C'est ce qui a été déclaré dans une conférence de presse. Et si une partie des membres de l'équipe de repérage ont été très consciencieux, d'autres ont fait preuve de négligence. Il y aurait des sanctions qui vont venir. Elle est considérée comme le plus important échec opérationnel du Secret Service depuis des décennies par Kimberly Cheatle, son ex-directrice, qui a été remerciée depuis. Pas très rassurant, mais enfin bon. Pour terminer cette actu sur les élections américaines, une petite brise souffle sur la ville d'Omaha, 500 000 habitants, au fin fond du Nebraska, état rural du Midwest américain, avec sa mise en avant inattendue. Alors, pour revenir, pourquoi je vais vous en parler, dans sa newsletter hebdomadaire, à laquelle je vous encourage à vous abonner si le sujet vous intéresse, le journaliste et correspondant de presse Théo Lobry revient sur les quatre scénarios qui pourraient mener à une égalité parfaite entre les candidats, et donc à une victoire des Républicains. Oui, une égalité parfaite égale une victoire des Républicains. Alors je vous explique rapidement pourquoi.
En cas d'égalité, ce sera à la Chambre des représentants de décider, voter pour départager les candidats. Or, comme c'est souvent le cas en deuxième partie de mandat après les élections de mi-mandat, les Républicains, le parti dans l'opposition, y tiennent en l'occurrence une toute petite majorité de 10 sièges. Ils ont 220 sièges contre 211 pour les démocrates et on devrait donc, sauf énorme surprise, voir dans ce cas-là une victoire de Trump à l'arraché. Dans les 4 scénarios détaillés, ce sont naturellement les 7 États clés dont Maxime vous a parlé dans notre précédent podcast, Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, Caroline du Nord, Géorgie, Nevada et Arizona, qui feraient le jeu de l'un ou l'autre candidat et qui seront, comme leur nom l'indique, clés pour l'élection. Si par exemple les États de la Rust Belt, ceinture de la rouille au nord-est des USA, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, ainsi que le Nevada, dans la Sun Belt, votent Trump, mais que les démocrates récupèrent la Caroline du Nord et la Géorgie ainsi que l'Arizona, c'est une égalité parfaite. Si à l'inverse, les démocrates récupèrent la Rust Belt mais que les républicains prennent la Géorgie, la Caroline du Nord et la Sun Belt, Nevada et Arizona, on en est au même point. Dans ces 4 scénarios, un seul siège de grand électeur peut faire pencher la balance. Il s'agit de celui d'Omaha, ville, je le disais donc, de 500 000 habitants dans le Nebraska, État super rural, qui est le seul avec le Maine au nord-est à ne pas utiliser le winner takes it all, le gagnant prend tout, pour ces élections américaines. Le principe du gagnant prend tout, c'est que les candidats arrivés en tête de nombre de votes dans un État récupèrent l'ensemble des grands électeurs, sauf dans le Maine et le Nebraska. En effet, dans ces 2 États, il y a la répartition se fait par zone géographique et non par nombre total d'électeurs par État. Ce qui veut dire que la ville d'Omaha, dans sa zone géographique, pourrait voter, comme elle l'a fait pour Biden en 2020, un peu à la surprise générale, pour la démocrate Harris, et donc donner un grand électeur du Nebraska aux démocrates, qui seraient très heureux de pouvoir récupérer dans ce Midwest très 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 rouge, même un seul siège qui symboliquement serait très fort. Alors, il y a un homme au milieu de tout ça qui joue en ce moment sans doute une des partitions les plus instables et les plus désagréables de sa vie, c'est Mike McDonnell, qui est un ancien pompier, sénateur du Sénat du Nebraska. Le Sénat du Nebraska, c'est 49 élus, dont il faut les 2/3 pour changer la règle des élections, soit 33, ce qui est exactement tout pile le nombre de républicains. Alors, Mike McDonnell, c'est un ancien démocrate. C'est un catholique très pratiquant, très croyant, qui, suite aux prises de position considérées comme trop progressives concernant l'avortement et les droits des trans, a décidé de passer chez les républicains et de leur faire atteindre la barrière fatidique des 33. En ce moment, les républicains poussent, Trump l'a appelé, il a des appels du pied de partout pour changer avant l'élection la loi pour que le Nebraska passe comme 48 des 50 États américains au winner takes it all. Sauf qu'il a aussi des appels du pied des démocrates, et puis il a surtout une carrière politique derrière, puisqu'il voudrait se présenter à la mairie d'Omaha. Mais s'il se présente à la mairie d'Omaha en ayant été l'artisan quasiment unique finalement, puisque c'était le responsable du hold-up électoral des Républicains, pas certain que ce soit pour lui une bonne façon d'ouvrir sa carrière. Bref, difficile de dire à ce jour pour quoi il se prononcera, qu'est-ce qui se passera dans les 50 et quelques jours qui nous séparent de l'élection. Mais on regardera avec beaucoup d'intérêt, et on vous en reparlera si les choses évoluent, ce tout petit État et le résultat de ces tractations. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi pour le point grosse bourrasque sur la Commission européenne cette semaine. Habemus Comitium Europeanum. Oui, alors bon, effectivement, on va être tenté de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, de la saga qui a agité la bulle bruxelloise. Alors d'abord, la tempête, elle a commencé par un effet surprise. C'est quand lundi matin, Thierry Breton, le commissaire français chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du tourisme, du numérique et de l'audiovisuel, de la défense et de l'espace, dans la commission actuelle, a annoncé sa démission dans une lettre à Ursula von der Leyen qu'elle a publiée sur Twitter. Grosse tornade. Ah bah oui, parce qu'en fait, c'était quand même assez étonnant. Ursula était censée annoncer cette semaine la composition de sa nouvelle commission.
Thierry Breton avait été nommé par Emmanuel Macron comme le candidat français, donc pour être reconduit. Et des rumeurs, tout cet été, avaient globalement confirmé l'hypothèse que Thierry Breton serait nommé vice-président avec un portefeuille assez lourd. Et alors, il se trouve finalement qu'il démissionne, voilà, donc en plein milieu du mois de septembre, dans une lettre où il est un petit peu sec vis-à-vis de Ursula von der Leyen. Alors, ce qu'il annonce dans cette lettre, c'est que Ursula, en fait, a fait pression sur Paris pour que Paris change de candidat et ne reconduise pas Thierry Breton dans la nouvelle commission. Et on sent, en fait, au vu de comment la situation se passe, et surtout de cette lettre, on se dit que probablement que, en fait, Paris, Emmanuel Macron, a déjà cédé à la demande d'Ursula von der Leyen, ce qui explique probablement pourquoi Thierry Breton s'exprime dans cette lettre, un peu cette démission fracassante. Donc il va nommer une femme. On aurait pu s'attendre à ce qu'il nomme une femme, puisqu'effectivement, Ursula von der Leyen a fait pas mal de pression, on y reviendra, pour avoir des femmes. Mais dans la foulée, l'Élysée annonce que Stéphane Séjourné, fidèle macronisme, ministre des Affaires étrangères, ancien président du groupe Renaissance au Parlement européen, est le nouveau candidat français pour la Commission européenne. Comme je disais, c'est assez surprenant que ça intervienne à ce moment-là, parce que vraiment on était en dernière minute avant que Ursula von der Leyen annonce enfin la composition de cette nouvelle commission. Sur le fond, on savait qu'il y avait quand même beaucoup de tensions ouvertes entre Thierry Breton et Ursula von der Leyen. On avait noté, et on vous en avait parlé dans la campagne des élections européennes, il y a eu un tweet notamment de Thierry Breton qui s'opposait à Ursula von der Leyen, qui moquait même en fait le peu de soutien qu'elle avait eu de son parti, le Parti populaire européen. Donc on savait quand même qu'il y avait de l'eau dans le gaz, et puis surtout, Thierry Breton, il n'avait pas sa langue dans sa poche. On sait que dans cette commission, il y a eu plusieurs poids lourds, on va dire, qui se sont opposés plus ou moins ouvertement à Ursula von der Leyen, donc Thierry Breton, Joseph Borrell, Emmanuel Schmitt. Bon, alors, ok, la France a cédé à cette requête, et forcément, c'est pour obtenir un portefeuille plus intéressant. Hein. Enfin, bon, on y reviendra. Donc, mardi 17 septembre, le lendemain, à Strasbourg, où le Parlement européen est réuni en plénière, Ursula von der Leyen rencontre les présidents des différents groupes parlementaires pour leur présenter sa future commission. Mais à la surprise des parlementaires, en fait, elle n'annonce aucun nom, simplement les fonctions. Alors bon, c'est étonnant. Alors les parlementaires sont un peu sidérés quand même. Ils se disent que peut-être que finalement la composition de la commission n'est pas encore complètement actée, et c'est la raison pour laquelle Ursula cherche à garder quelques marges de manœuvre. Mais à la surprise générale, et une manière d'afficher clairement sa défiance vis-à-vis du Parlement, elle sort de cette réunion à huis clos et elle organise une conférence de presse où elle dévoile à la fois les fonctions et les noms. Alors là, les parlementaires sont sur le cul. Bon, alors cette commission, en quelques chiffres, elle est composée de 5 vice-présidents exécutifs, plus une autre vice-présidente qui est la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité. Ces vice-présidents, ils représentent les différentes formations politiques majeures qui soutiennent Ursula von der Leyen, donc le PPE, le Parti socialiste, le Parti Renaissance et il y a un vice-président exécutif pour l'ECR, un vice-président exécutif italien. Alors, c'est une surprise parce que l'ECR, c'est le parti eurosceptique. C'est le parti de Giorgia Meloni. Et donc, ici, c'est finalement une espèce de branche d'olivier tendue à Meloni en disant allez, travaille, enfin, ne t'oppose pas trop. Quand même un peu étonnant, quand même, cette Enfin, c'est surtout que comment ça va se passer derrière pour les étapes suivantes. Les étapes suivantes, on y revient à la fin. Je brûle. On continue. Donc 11 femmes pour 16 hommes, donc 40% de femmes. La parité n'est pas obtenue par Ursula, alors qu'elle avait quand même vraiment essayé d'avoir cette parité. À nouveau, comme elle l'avait fait lors de sa première composition de la Commission européenne, elle avait demandé à chaque État membre de nommer un homme et une femme. En réalité, assez peu d'États membres ont suivi sa demande. Donc il y a la Finlande qui a d'emblée proposé une femme, c'est un des rares pays, qui obtient d'ailleurs un poste de vice-présidente exécutive pour Henna Virkkunen, qui est une parlementaire qui s'occupera de la souveraineté technologique, la sécurité et la démocratie.
son lobbying, parce que quand elle a senti que les États membres n'étaient pas très allants de proposer un homme et une femme, elle a vraiment fait pression pour que certains changent finalement leur nomination pour qu'ils nomment une femme plutôt qu'un homme. Donc ça a fonctionné par exemple avec la Roumanie, qui a changé son candidat, qui a finalement proposé Roxana Minzatu, et elle obtient, belle récompense, un portefeuille de vice-présidente exécutive pour les ressources humaines, les compétences, skills et la préparation, preparedness. Et puis la Bulgarie également a obtenu le portefeuille de la recherche et l'innovation. Voilà, donc ça c'est aussi un autre exemple de femmes. Alors ce qui ressort des analyses des commentateurs, c'est que finalement Ursula von der Leyen avait été critiquée pour sa centralisation. Elle gouvernait la commission de manière assez indépendante, et c'est d'ailleurs pourquoi les grands poids lourds de la commission l'avaient un peu tensée, parce qu'elle prenait les décisions toute seule dans son coin. Et bien finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec cette commission, elle a réussi à créer une centralisation encore plus importante du pouvoir, en évitant la concentration des gros portefeuilles et en assurant des chevauchements de responsabilités. Ça veut dire que certains sujets sont finalement traités par différents commissaires, ce qui permet, en fait, de diluer un petit peu les responsabilités et éviter qu'il y ait des nouveaux poids lourds qui se créent. Donc elle a effectivement écarté tous les poids lourds gênants de son mandat actuel pour privilégier des nouvelles têtes. Et donc le plus gros poids lourd de sa nouvelle commission, c'est sans conteste l'Espagnole Teresa Ribera, socialiste, en charge de la transition propre et de la politique de la concurrence. Sans nul doute aussi que bien traiter les socialistes, c'est aussi une manière de s'assurer du soutien du futur président du Conseil européen, le Premier ministre du Portugal. Alors du côté français, si la France obtient bien un commissaire de président, vice-président exécutif, chargé de la stratégie industrielle et du marché intérieur, eh bien en fait son périmètre est réduit par rapport au périmètre que Breton avait sous sa coupe jusqu'ici. Il perd la main sur le digital, la défense et le spatial. On peut se demander du coup si ce deal était vraiment si intéressant pour la France. Alors du côté de la Belgique, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Adja Labib, sera chargée de l'aide humanitaire et de la préparation de la gestion de crise, mais elle sera aussi chargée de l'égalité. Alors Ursula l'a appelé à développer sur ce volet de l'égalité une feuille de route sur le droit des femmes, une nouvelle stratégie sur l'égalité des genres, une nouvelle stratégie sur l'égalité des personnes LGBTQIA+, une nouvelle stratégie contre le racisme ou encore de s'assurer de la pleine mise en œuvre de la stratégie sur les droits des personnes vivant avec un handicap. Et oui, parce qu'en fait, pour chaque commissaire désigné, von der Leyen a détaillé des objectifs dans des lettres de mission qui ont été rendues publiques sur Internet. Alors chaque commissaire désigné devra désormais se préparer avec les différentes directions générales de la commission qui les assistent dans leurs tâches, et puis être auditionné par les commissions compétentes du Parlement européen. À l'issue de ces auditions, il y aura un vote qui donnera une tonalité sur le soutien des parlementaires aux commissaires désignés, en gros savoir s'ils considèrent qu'ils peuvent faire le job. Et puis à l'issue, il y aura un vote global sur la commission désignée, et parce qu'en fait, l'accord du Parlement européen en session plénière est une condition pour que la nouvelle commission prenne ses fonctions. Les deux, finalement, à la fois le Conseil et le Parlement doivent valider la composition du nouveau collège des commissaires. Alors Ursula espère toujours pouvoir commencer le 1er novembre. C'est trop tapote maintenant. Ouais, c'est parce que juste qu'elle a un nom un petit peu long en fait. Mais VDL. Il est probable que ce vote plénière ne puisse pas se tenir d'ici fin octobre et qu'il faudra donc attendre le 1er décembre parce que je l'ai dit, ce vote a lieu en session plénière. La session plénière se déroule une fois par mois, une semaine par mois à Strasbourg. Et la raison aussi pour laquelle on pense qu'il va falloir attendre un petit peu, c'est aussi parce que le Parlement ne veut pas finalement juste être là pour ratifier les propositions de Ursula von der Leyen, mais il veut bien jouer son rôle de co-législateur, de co-valideur de cette nouvelle commission. Et donc on peut s'attendre à ce que certaines auditions de commissaires désignés puissent éventuellement être un petit peu compliquées, tendues. Absolument, on attend un peu de voir ce que ça va donner. On sait que d'ailleurs pendant l'élection de la précédente commission,
Il y avait eu quelques rebondissements, notamment du côté français, malheureusement, qui Voilà. avaient amené à l'arrivée de Thierry Breton. Quelques commissaires qui ont été éjectés. Absolument, c'est possible, ça fait partie de la démocratie européenne, c'est comme ça que ça se passe, et c'est pas plus mal. Alors en parlant de démocratie, un point rapide, parce qu'on a déjà beaucoup pris de temps, ce sera un podcast un peu plus long, mais bon, on sait que voilà, vous aimez nous écouter, donc on vous donne encore plus d'amour et d'actualité. Avec une petite partie noir, jaune, rouge et toujours pas de bourrasque sur la formation des gouvernements en Belgique suite aux élections du 9 juin dernier. Ah, Ni zut. même une petite brise. Bon, côté français, c'est pas non plus... Non, mais on aura peut-être des choses à dire la prochaine fois, on sait pas. On sait pas. Peut-être pas, mais j'ai pas envie d'en parler parce que c'est un peu déprimant. Donc un point sur la formation laborieuse de ces gouvernements suite, donc je disais, aux élections du 9 juin, soit il y a maintenant 104 jours à l'heure où nous enregistrons. Au fédéral, c'est pas simple. Bart de Wever, le vainqueur des élections en Flandre avec la NVA, le parti nationaliste flamand, a été d'abord, selon la tradition, nommé informateur pour tenter de former une coalition, ce qu'il a fait notamment avec Vooruit, le parti socialiste flamand, les engagés, le MR, le CDNV, les chrétiens démocrates flamands, et donc la NVA pour former une coalition dite Arizona. Jaune, bleu, rouge. En Belgique, on aime bien donner des noms sympas aux coalitions liées aux couleurs des partis qui la composent. La Vivaldi, 4 saisons. La suédoise avec la NVA en jaune et les libéraux en bleu. Bref, il a ensuite été nommé formateur, avoir été informateur, si vous avez bien suivi, après avoir reçu l'aval des partis concernés pour avancer. Il a cependant démissionné le 22 août suite au veto du mouvement réformateur, toujours dans les bons coups, sur l'une des propositions de la coalition pourtant validée en amont de taxer les profits sur les actions en bourse. Après une médiation du président des engagés, il devrait être à nouveau nommé formateur, mais on attend depuis 2 semaines. Affaire à suivre. Dans les régions, seule la région wallonne a déjà réussi à former un gouvernement composé de 2 partis, le mouvement réformateur droite pas très modérée, et les engagés issus de la démocratie chrétienne. Pour rappel, là où le siège du gouvernement flamand est à Bruxelles, celui du gouvernement wallon est à Namur, à la Belgique. En Flandre, alors que le record de 2019 de 120 jours pour former un gouvernement n'est plus si loin, puisque je vous le disais, on est à 104 jours, les discussions vont bon train entre Vooruit, le PS et la NVA, notamment, mais toujours pas d'accord. Et à Bruxelles, où la situation, ce serait trop facile sinon, est encore plus compliquée, puisqu'il faut réunir une majorité non seulement dans le collège électoral francophone, qui réunit 80% environ des sièges, 72, mais aussi dans le collège néerlandophone, 20% des sièges, 17 au Parlement bruxellois. C'est donc traditionnellement le vainqueur du collège francophone qui lance la formation du gouvernement en tenant compte de la réalité de chaque côté. Pour l'instant, le mouvement réformateur, je le disais, parti libéral plutôt très à droite, cherche toujours quelle porte d'entrée il va utiliser pour former son gouvernement. Il faut aussi dire pour la Flandre et Bruxelles que le fait que les élections communales arrivent le 13 octobre prochain rendent les partis très attentistes. Ces élections pouvaient indirectement distribuer des points supplémentaires. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, eh bien, on verra ce qu'il en est pour la Belgique. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Vie de couple. On a passé un très chouette week-end le week-end dernier. Un week-end de mer et montagne, au mois de septembre. Exactement, au top, la mer et montagne. On a eu la chance de descendre sur la côte de la mer Méditerranée et de pouvoir passer un petit peu de temps avec des cousins. Voilà, on les salue. Merci de nous avoir permis de passer un chouette week-end. Et effectivement, on a été se balader du côté de la mer Méditerranée par un beau samedi matin où il faisait chaud, un petit peu de vent. On s'est baladé au bord de l'eau. On a pris un petit café ou une bière ou un mojito. Et c'était assez divers, comme effectivement, chacun a pris un peu son... Et c'était très chouette. Hein. Et on a décidé, avec Thomas, de se motiver pour aller se baigner. Oui, parce qu'après tout, on n'avait pas fait 6 heures de train et 1200 km pour enfiler des perles, non ? Exactement. Donc, et donc, on s'est baigné. Ça n'a pas duré très longtemps, on a dû rester 2 minutes 30 dans l'eau, mais sur le principe, on s'est baigné. C'est chouette. Exactement. Ça permet, c'est le genre de choses qui permet vraiment de couper. Moi, c'est ce qui nous permet vraiment de couper dans un week-end. En plus de la distance géographique qui joue son rôle, mais qui n'est pas forcément simple.
Vous le savez, on vous en a déjà parlé, on essaye au maximum de prendre le train quand on peut pour ces trajets. On a la chance d'avoir à Bruxelles une plutôt bonne connexion d'ailleurs de TGV vers quasiment toutes les destinations qui existent en TGV en France. Simplement, il y en a 1 ou 2 par jour, entre guillemets seulement, mais on peut aller jusqu'à Perpignan, jusqu'à Strasbourg, jusqu'à Brest, jusqu'à Marseille. Enfin bref, il n'y a que Nice, je crois, qui n'est pas desservi en direct en TGV depuis Bruxelles. Bon, il faut dire que la ligne TGV ne va pas jusqu'au bout non plus, mais bon, voilà, on a la chance de pouvoir profiter de ça et on essaye de le faire dès qu'on peut. Alors, à l'aller, ça va, 6 heures. Au retour, on va pas se mentir, j'ai trouvé ça un peu longuet. Surtout quand on s'est élevé à 5 heures du matin, puisqu'on a fait aussi une très très chouette balade pour aller voir le soleil se lever depuis le pic Saint-Loup, une montagne, une grosse colline en tout cas vertigineuse située derrière Montpellier, et on a passé un très bon moment pour ça aussi. Finalement, c'est pas si difficile de se lever tôt le matin quand on a un bel objectif en tête, et alors monter à la lampe torche et au téléphone. Ouais, c'était pas mal. On s'est fait un peu traquenardiser, donc on n'avait pas pu prévoir nos lampes torches, mais il y en avait quelques-unes, et puis on avait les téléphones pour nous aider aussi. Exactement. Et il faut dire que le pic Saint-Loup est assez rocailleux, donc il fallait un peu faire attention aux chevilles. Mais nous avons réussi à arriver à temps pour assister à un magnifique lever de soleil. Et qui plus est, eh bien, on était assez bien équipés, donc on a pu faire un petit déjeuner devant le lever de soleil. Et ça, c'était assez chouette parce que... Avec le beurre, la confiture, le jus d'orange, le thé, le café, enfin, il y avait tout, quoi. C'est cool. C'était nickel. C'était vraiment nickel. Voilà, que dire d'autre ? Eh bien, non, mais c'est bien, comme a dit Guillaume, pouvoir sortir un petit peu de Bruxelles, et puis voilà, déconnecter un petit peu les choses. Donc, très très chouette. Surtout que la routine recommence à s'installer. Max part en déplacement, moi je retravaille le soir, je vais retravailler le week-end. Bref, on appréhende un peu le retour comme d'habitude, mais allez, ça va vite passer. Exactement. Bon, et puis on voulait aussi mentionner, parce que vous le savez, on a regardé les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, on vous en a parlé déjà la dernière fois. Ça a été un grand moment pour nous de cet été, je pense, de communion avec beaucoup de Français et beaucoup de gens qui habitent dans d'autres pays, qui ont apprécié de regarder cette parenthèse olympique et paralympique. Et moi, je voulais en profiter pour prendre le temps de nous féliciter du défilé des champions qui a eu lieu le 14 septembre à Paris. Voilà, en gros, c'était l'occasion de mettre en avant tous les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, de rendre hommage à tous ceux qui avaient reçu une médaille. Et d'ailleurs, il y a eu des décorations pour tous les athlètes qui avaient eu une médaille et qui n'avaient pas eu de décoration jusqu'ici. En gros, si vous aviez progressé, vous avez le droit à un niveau de médaille supplémentaire. Et si vous aviez le même niveau de médaille, si vous aviez déjà eu une médaille la dernière fois, vous n'aviez pas de nouvelle décoration. Mais j'ai trouvé ça très chouette. C'était un très beau moment pour clore cette parenthèse. Ouais. Nous, ça nous a permis de voir la frige les friges une dernière fois, notamment les friges à paillettes. Voilà, donc quand Guillaume dit nous, c'est surtout lui qui voilà. Enfin bon, on va pas revenir sur la frige, mais effectivement, une belle occasion de célébrer ces athlètes. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi le fait de mettre qu'on ait eu un moment pour célébrer l'équipe France dans toute sa diversité, olympique et paralympique. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, ces 2 quinzaines qu'on a vécues et cette clôture, parce que on a vibré pour tout le monde, et on a appris à vibrer pour des sports qu'on a complètement découverts. Et finalement, on est revenu un peu à des choses, je dirais des choses simples. Peut-être que Tony Estanguet aurait un autre avis sur la question, sans doute. Mais vibrer pour un artiste, vibrer pour un sportif, finalement, ça nous rappelle aussi, nous renvoie au plus profond de nos émotions. Et ça nous rappelle qu'on est des êtres d'émotion aussi, et qu'on peut ressentir ça devant une course de natation, devant un concert, en écoutant un concert. Voilà.
D'ailleurs, on s'est dit que ce serait chouette qu'on aille plus souvent voir des concerts et voir des spectacles. On vous en reparlera, mais on a commencé notre... vous le savez qu'on a déjà commencé, d'ailleurs, notre saison de concerts et de spectacles il y a quelques semaines, mais il y en a d'autres qui viennent, dont on vous parlera petit à petit. On ne va pas tout spoiler maintenant. Non, il ne faut pas tout spoiler, effectivement. Mais on y travaille cette année à être plus actif, plus sorti, plus de sorties, plus de... Voilà, profiter aussi de ce qu'on a autour de nous. On a la chance de vivre dans une ville, on vous l'a déjà dit, Bruxelles, où on a énormément de possibilités par rapport à la taille relativement limitée de cette ville. C'est aussi ce qui nous y plaît, c'est d'avoir une grande concentration de possibilités sur une petite ville. Du coup, on va s'en arrêter là peut-être pour la rubrique vie de couple, qui n'a pas été passionnante, au-delà de ça. Non, c'est un peu à l'image aussi de nos dernières semaines. Je veux dire, on n'a pas toujours des choses à dire. Et puis, on n'a pas encore eu vraiment le temps de se repencher sur des sujets plus spécifiques, mais on va commencer à s'y remettre. On sait qu'elle est aussi intéressante pour vous. On a déjà eu des retours là-dessus. Donc, on va essayer de trouver, pour la prochaine fois, de faire des sujets plus courts en première partie d'actu, déjà de une, et puis des sujets un peu plus élaboré, disons, pour ce qui est de la vie de couple. Exactement. Allez, on termine peut-être donc avec une rubrique quoi ? Découverte ? Littérature ? Une rubrique culture découverte. Je ne sais pas comment on peut vraiment appeler ça, mais vous le savez, suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, et à la chute de la flèche dans le cœur notamment, il y a eu de gros dégâts sur les pavages et l'intérieur. Donc, les archéologues ont en profité pour faire des fouilles et pour fouiller un peu plus profondément sous les pavés de l'intérieur de Notre-Dame. Ils ont retrouvé notamment les traces d'un ancien jubé, ils ont trouvé un certain nombre de statues qui avaient été enterrées, pas terminées, et ils ont retrouvé notamment 2 cercueils en plomb qu'ils ont tâché d'identifier. Alors, on savait que le premier qui a été retourné appartenait à un homme d'église, manifestement, mais on ne connaissait pas l'identité de la deuxième personne qui était le deuxième sarcophage. Et alors, il se trouve que l'hypothèse émise par Éric Krubézy et son équipe, paléoanthropologue à Toulouse, c'était eux qui étaient en charge justement de trouver qui étaient ces gens qui étaient enterrés là, ce serait, selon eux, le fameux poète du Moyen-Âge, Joachim du Bellay. Et oui, personne d'autre que lui. Donc les premières analyses du corps qui ont été menées depuis 2022 par son équipe et Éric Krubézy, ils ont pu proposer l'identité de ce personnage. Pourquoi ? Elle se base sur les pathologies du squelette qui a été retrouvé à la croisée de transept. C'est un homme mort entre 30 et 40 ans, cavalier depuis son jeune âge, atteint de tuberculose et de méningite chronique. Les informations biographiques de Du Bellay concordent avec ce profil pathologique et les informations données par le registre des enterrements de Notre-Dame et le contexte politique de la famille Du Bellay à l'époque conforteraient cette hypothèse proposée par Krubézy et son équipe. Alors, si le faisceau d'indices pointe vers Du Bellay, il va falloir attendre des analyses plus approfondies du squelette pour valider avec certitude cette hypothèse, peut-être essayer de retrouver des descendants aussi pour faire des rapprochements ADN, mais en tout cas, voilà, c'était un peu le cold case qui a pu être élucidé près de 700 ans après le décès du poète. Voilà, c'est une parenthèse intéressante qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume. C'est déjà la fin de ce 2e épisode de la saison 6, un épisode venteux, mais pas certain que ce soit le vent du changement. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Un like sur YouTube, Twitter, un pouce bleu sur Facebook. Mais surtout, partagez. Ce podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous. Et bon vent!